Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va commencer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eloïsa Moreira, présidente de la FESP, l'Association des professeurs de français de l'État de São Paulo. Et au nom du bureau de cette association, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous donnons suite à notre série de conférences intitulée Paroles d'invités, avec la présence d'un grand ami et collaborateur de la FESP, l'écrivain Marc Boisson. Il a réalisé 2 séjours au Brésil. D'abord entre 2004 et 2007, où il a été directeur de l'Alliance française des Campinas. Et ensuite, entre 2011 et 2015, il a été directeur pédagogique à l'Alliance française de São Paulo. Il a également vécu et travaillé au Pérou au début de sa carrière. Et aussi, il a passé 6 années à Madagascar dans les années 90. Et avant de rejoindre Paris, où il vit actuellement, il a vécu 4 années à Mexico et en poste également dans le réseau des Alliances françaises. Il est diplômé en littérature latino-américaine et a commencé sa carrière comme professeur d'espagnol. Comme Eloïsa l'a dit au début de cette rencontre, c'est un ami de la FESP. Marc est un grand ami de la FESP. Aujourd'hui, c'est sa 3e intervention. Il a déjà participé, voilà, je reprends un peu la première intervention, c'était au Bain linguistique en 2013, où il nous a fait une conférence sur les pays littéraires en France. Ensuite, en 2015, on a fait un entretien, c'est Hello qui a fait un entretien avec lui, également très apprécié. Un entretien, il a parlé de ses ouvrages, notamment de son livre « Il est mort Jim ». Et aujourd'hui, c'est sa 3e intervention. Bonjour Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Lucia, merci à la FESP, merci à Eloïsa de cette invitation, moi qui me fait très plaisir. J'aimerais commencer, Marc, par une question qui va porter sur le rôle de la littérature dans ta vie. Je sais que la littérature, elle a toujours fait partie de ta vie, que tu lis beaucoup, mais j'aimerais te poser une question sur le métier d'écrivain. Voilà, si on reprend un peu ton parcours, tu as fait des études supérieures en littérature, tu as une carrière dédiée à la diffusion des langues culture, au départ l'espagnol, ensuite le français, tu as des séjours dans différentes parties du monde et un parcours d'écrivain. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment tu as passé du rôle de lecteur à celui d'auteur? En fait, j'ai commencé à écrire tardivement. C'est à l'aube de la quarantaine, qui a correspondu d'ailleurs à un changement radical pour le monde, puisque c'était également l'arrivée de l'an 2000 que j'ai écrit mon premier roman, Vox Latina. Et Vox Latina, qui est en lecture d'ailleurs totalement libre et gratuite sur mon site, mon site marcboisson.fr. Si vous allez sur le site, vous verrez sur le menu supérieur, vous avez accès à ce livre en lecture totalement gratuite. Vox Latina, c'est un titre un peu en trompe-l'œil, comme j'ai récidivé avec Il est mort Jim, j'en parlerai, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'une voix latine, mais d'une voix mystérieuse à l'intérieur d'un film. Et Latina évoque plutôt l'Amérique latine et les rapports, vous l'avez dit, Eloïsa, Lucia, que j'ai pu avoir dans ma carrière avec l'Amérique latine, mais je dirais en premier lieu, pas tellement dans la carrière, mais des liens très forts que j'ai avec l'Amérique latine, des liens de cœur. J'ai enseigné l'espagnol, j'ai travaillé beaucoup en Amérique latine, j'y ai vécu. Et l'Amérique latine, pour moi, est vraiment très importante. Et donc, le Vox Latina, la voix latine, c'est de mon premier roman. C'est une voix mystérieuse qui apparaît dans un film cette voix va prendre petit à petit ou reprendre une place extrêmement importante dans la vie du narrateur, qui s'appelle Louis Delvaux.
Ce roman donc, que j'ai écrit, ce premier roman que j'ai écrit quand même assez tardivement, vous allez vous dire, il est très âgé puisqu'il a commencé à écrire son premier roman à 40 ans. Je l'ai écrit d'une seule traite, bizarrement, comme si je l'emmagasinais depuis longtemps en moi. Je précise pourtant que je ne suis pas Louis Delvaux, le personnage principal de ce roman, que je ne suis pas comme lui tombé amoureux d'une actrice, et je n'ai pas non plus été obsédé par un film, qui s'appelle Le rêve américain. Et c'est un très, très beau roman dont je vous conseille vivement la lecture. C'est un très, très beau roman. Un des romans que j'apprécie le plus de Marc Boisson. Marc, j'aimerais te demander de nous parler un petit peu de tes personnages. Voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu t'inspires d'une personne réelle dans tes romans? Comment tu t'inspires pour créer tes personnages? Il y a peut-être 3 catégories de personnages, et ce n'est pas original. Déjà, les personnages qui sont totalement inventés. Il y en a de nombreux. Il y a des personnages qui sont réinventés, on va dire. Par exemple, le vieux cinéaste de mon premier livre, de Vox Latina, s'appelle Jim Rosso. Et Jim Rosso, en fait, c'est un nom qui m'a été inspiré par un vieux cinéaste que j'ai croisé il y a une trentaine d'années au Pérou. Et ce cinéaste, il avait une vie assez extraordinaire. Il est décédé. Peut-être que quelqu'un parmi vous en aura entendu parler, bien qu'il ait été oublié. Il s'appelait Jeff Musso. Et ce cinéaste, je l'ai donc croisé à Lima dans les années 80. Et il a eu sa période de célébrité, mais il y a très longtemps. Il a fait un film qui s'appelle Le Puritain, avec de grands acteurs français comme Jean-Louis Barrault et Pierre Freinet. Et c'était, je crois, en 1938. Et donc, moi, je l'ai croisé 40 ans après, à Lima. Et quand j'ai recréé ce personnage de vieux metteur en scène dans Vox Latina, j'ai donc transformé son nom, Jeff Musso, en Jim Rosso. Ça, c'est un personnage qui est inspiré d'un personnage réel. Puis il y a aussi des personnages qui sont totalement réels. Alors, quand les personnages sont réels, ou on va dire simplement avec un nom qui est transformé, je dirais que c'est assez facile d'imaginer leur réaction dans une intrigue que l'on écrit. Je veux dire par là que il me paraît assez facile de poser l'intrigue et d'imaginer comment ils réagiraient avec un événement qu'ils n'ont pas vécu à ma connaissance, mais connaissant leur caractère, ou ce que je connais en tout cas de leur tempérament, je peux imaginer comment ils se comporteraient. Merci Marc. Tu as parlé de Pierrot, tu as parlé de tes personnages. J'aimerais savoir comment naît un projet d'écriture. Est-ce que c'est à partir d'une personne que tu as connue? Est-ce que c'est à partir d'un fait? Quelqu'un qui t'inspire un personnage comme Pierrot? Quelle est l'origine d'un projet d'écriture? Je dirais qu'on ne sait pas très bien comment naît un projet d'écriture. En tout cas, c'est mon cas. C'est un peu comme peut-être utiliser une image, celle de papillons. De papillons qui viendraient vers moi et qui commenceraient à virevolter autour de moi. Et puis, quand il y a suffisamment de couleurs de ces papillons, ça veut dire que le projet est là. Mais il ne s'agit pas de les saisir et d'aller à la chasse aux papillons, justement. Il s'agit de laisser venir. C'est quand ils sont suffisamment installés que moi, je peux m'installer devant mon ordinateur et commencer à écrire. Si l'envie n'est pas là, je crois que le terme d'envie est fondamental. Si l'envie n'est pas là, je ne peux pas démarrer un projet d'écriture. Ce d'autant plus que l'envie, quand même, est ce qui est le baume de la difficulté, on va dire, parce que écrire un roman, ça signifie un nombre d'heures important de travail et des remises en question, des introspections. Il faut que l'envie soit vraiment là. C'est un terme pour moi important.
Merci, Marc. Tu as parlé de l'origine de tes projets d'écriture, tu as parlé de tes personnages et tu as parlé un peu de l'inspiration dans la vie réelle. Et voilà, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Quels sont les rapports entre la réalité et la fiction dans tes romans? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Je commencerai par dire que je me suis toujours interrogé sur la réalité de la réalité. Et je pense que et ce n'est pas une tournure qui se veut plaisante, mais je pense vraiment que la fiction peut être plus réelle que la réalité. Dans ce sens-là, la fiction m'intéresse beaucoup. Et je dirais aussi que la fiction n'est pas le signe du vraisemblable. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas vraisemblables. Donc, ce mélange m'intéresse beaucoup, ce mélange entre réalité et fiction. Et je crois que c'est la thématique que j'explore. C'est peut-être le fil conducteur entre mes romans. Je dis peut-être parce que c'est difficile hein, d'analyser ce que l'on écrit. Mais c'est vrai que dans mon premier roman, dans Vox Latina, il est question de la fiction de la vie de ce personnage. Je n'en dis pas plus si vous le lisez, mais il va se rendre compte, Louis Delvaux, que une partie de sa vie a été une fiction. Et puis dans mon avant-dernier roman, Il est mort Jim, la recherche que fait le protagoniste, elle traite également les rapports entre la réalité et la fiction, puisque ce roman s'interroge sur la réalité de la mort. Donc s'il s'interroge sur la réalité de la mort, on va dire qu'il se pose la question aussi de la réalité de la vie. Et enfin, dans mon dernier roman, qui s'appelle Ça n'intéresse personne, celui que j'ai terminé pendant le confinement, je disais à Eloïsa au début de cet entretien, eh bien, je fais converser un narrateur totalement inventé avec un prêtre qui a réellement existé, qui s'appelait, qui est décédé, qui s'appelait le Père Brune. Et dans ce roman, j'ai utilisé des phrases que le Père Brune a réellement écrites ou qu'il a dites dans des interviews. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Et le personnage de fiction, c'est le narrateur, puisque j'ai imaginé un dialogue, en fait, avec des questions et des réponses du narrateur qui sont inventées autour de phrases que le Père Brune a réellement prononcées. C'est aussi une façon de travailler sur cette question pour moi, hein, de la réalité et de la fiction. Et je vous assure, moi qui ai lu le livre, je vous assure que les dialogues, ils sont réels. Voilà. On s'étonne d'apprendre que ces phrases du Père Brune, qu'elles ont été prises de ces livres, parce qu'elles sont parfaitement insérées dans le dialogue avec le narrateur. C'est émouvant. Et Marc, voilà, comme Héloïse le disait tout à l'heure, et moi aussi, tu as vécu pendant 8 années au Brésil. C'est beaucoup de temps quand même, 8 années. Et ce que j'apprécie beaucoup chez toi aussi, c'est que quand tu vis dans un pays, comme tu l'as fait au Mexique, comme tu l'as fait au Brésil, tu t'intéresses à la culture du pays, tu t'intéresses à l'histoire du pays, tu t'intéresses aux personnes qui vivent dans ce pays. C'était le cas du Brésil, donc tu parles parfaitement le portugais. Je t'ai beaucoup intéressée à l'histoire du Brésil. Voilà, donc ce que j'aimerais que tu nous dises aujourd'hui, c'est quel est le rôle du Brésil dans tes romans? Voilà, ma question. Déjà, j'ai écrit un roman avec une co-auteure que j'ai présenté d'ailleurs dans un des débats linguistiques. J'en ai parlé dans un débat linguistique. Et puis dans plusieurs alliances françaises au Brésil quand j'étais à São Paulo. Donc j'ai écrit un roman qui se passe au Brésil avec cette amie et co-auteure Stéphanie Assunção, qui s'appelle La liberté même tardive en français, et vous allez comprendre de quoi il s'agit si vous n'avez pas entendu parler de ce roman, avec le titre en portugais puisqu'il s'appelle A Paixão de Tiradentes. Et voilà, nous avons écrit donc ce roman à 4 mains et nous l'avons situé à la fois en France, mais à Ouro Preto également. Ville, Stéphania est originaire de l'État de Minas Gerais et moi j'ai toujours, avant d'écrire ce roman, j'avais déjà un grand intérêt pour cette région de Ouro Preto, Tiradentes. Et l'histoire de ce roman, c'est que nous avons voulu écrire une intrigue historique dans une région qui nous plaisait, comme je l'ai dit,
Ouro Preto. Et voilà, nous l'avons donc écrit à deux, et tout est double dans ce roman. Nous l'avons écrit à deux, il se déroule dans deux pays. Il plonge dans le passé et le présent, et il y a d'autres dualités également. Donc oui, bien sûr, le Brésil a marqué ma vie et à tel point qu'un roman en est né, qui existe d'ailleurs dans les deux versions, en français et en portugais. C'est encore une autre dualité parce qu'il existe, les deux romans existent dans les deux langues, mais ils sont différents. Ce n'est pas une traduction. En fait, nous avons écrit, Stéphania écrivait en portugais, moi j'écrivais en français. Elle était au Brésil à ce moment-là et moi j'étais en France. C'était entre mes deux séjours au Brésil, puisque vous avez dit, Lucia, Eloïsa, que j'ai passé 8 ans au Brésil, mais avec 4 ans d'intervalle. Donc nous avons écrit ce roman. Pendant que j'étais en France, elle était au Brésil, elle écrivait en portugais, j'écrivais en français. Une fois qu'on était d'accord tous les deux sur le texte, eh bien, moi je le traduisais dans ma langue et le traduisais dans la sienne. Et donc, au bout du compte, nous avons eu 2 romans écrits en même temps dans les 2 langues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se terminent pas de la même façon. Puisque Stéphania préférait, pour une raison que je ne peux pas expliquer ici, parce qu'il faut lire le livre, qu'on évite de mentionner quelque chose à la fin du livre au Brésil, mais moi je pouvais le faire pour un public français, on va dire. Donc, je vais lire rapidement. Ouro Preto est une ville coloniale située sur plusieurs collines. Et sur ces hauteurs, comme si elles avaient été créées pour ça, il y a des églises. Lorsque leurs cloches sonnèrent à plusieurs reprises, j'eus l'impression d'un jeu de cache-cache. Je cherchais à identifier d'où venaient les tintements, et sitôt que je crus y être parvenue, ça sonnait à un autre endroit. Les églises se dressaient fièrement pareilles, avec leurs façades blanches aux bords bruns et leurs 2 clochers. Elles n'étaient jamais pourtant identiques, et même parfois très différentes au deuxième regard. Il y en avait avec des angles ronds et d'autres carrément rectangulaires. Je vous allez visiter toutes. Voilà, un extrait, on a l'impression d'être vraiment à Ouro Preto, n'est-ce pas? Et je voulais dire aussi que le Brésil n'est pas seulement présent dans La liberté même tardive, La Passion de Tiradentes, mais dans Il est mort Jim également. Parce que dans Il est mort Jim, il y a plusieurs pages qui tiennent de l'intertextualité, je pense qu'on en reparlera, se déroulent au Brésil. Et puis il est fortement question dans Il est mort Jim d'un Français qui est plus connu au Brésil qu'en France, qui est d'ailleurs méconnu en France, qui a constitué une surprise quand je suis arrivé au Brésil. Peut-être que vous avez déjà deviné, il s'agit d'Allan Kardec. Allan Kardec, quand je suis arrivé au Brésil la première fois, on me parlait d'Allan Kardec comme si je devais bien le connaître. Je n'en avais jamais entendu parler. Et beaucoup de Français n'ont pas entendu parler d'Allan Kardec. En fait, c'est au Brésil qu'il est extrêmement connu. D'ailleurs, il y a un film a été fait il n'y a pas longtemps, j'ai vu avec Sandra Corbelloni. Et quand on va, mais ça vous le savez, vous êtes toutes et tous venus à Paris, quand on va, et vous êtes sans doute allés au Père-Lachaise, on reparlera je pense du Père-Lachaise, et la tombe d'Allan Kardec est une des tombes les plus visitées du Père-Lachaise, mais beaucoup par des Brésiliennes et des Brésiliens. Donc ce personnage d'Allan Kardec est un des personnages principaux, importants, de Il est mort Jim, et ça nous ramène au Brésil également. Et là, j'aimerais reprendre un peu cette question de l'aspect visuel de tes descriptions, de la force de tes descriptions. Les romans, ils sont marqués par ces aspects. Et le plus surprenant, à mon avis, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour faire vivre ces lieux, pour faire vivre les scènes que tu décris. Les descriptions, elles sont concises, elles sont plurisensorielles. Voilà, il y a des parfums, il y a des sons, des bruits, et elles sont très très belles. Donc plusieurs lecteurs, ils affirment avoir pu visualiser vraiment. Ils disent, j'ai pu visualiser avec une précision étonnante les scènes qui sont décrites dans les romans. Et c'était mon cas aussi, là j'ai un petit témoignage, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire à tout le monde que j'ai connu la ville de Lima d'abord dans tes romans. Je n'étais jamais allée à Lima.
Et je l'ai connu d'enterrement. J'ai parcouru les rues de Miraflores, le Malecón, la vue sur les falaises, accompagné les personnages de Il est Mordine, surtout, dans les rues de Lima. Et je suis allée à Lima pour la première fois il y a 2 ans. Et j'ai été vraiment surprise parce que je n'avais pas du tout l'impression d'être dans la ville pour la première fois. Pour moi, c'était de retrouvailles. Donc, c'est comme, voilà, je disais, ça, je connais déjà. Je suis rentrée dans des restaurants qui étaient cités dans les romans. Je regardais un peu autour de moi pour voir si je apercevais le personnage. Je voyais Jim et Elisangela. Voilà, donc c'est très impressionnant, cette caractéristique de tes romans. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de cet aspect visuel, de cette force des descriptions. C'est très gentil ce que tu dis. Moi, il ne peut pas y avoir plus, on va dire, une meilleure chose pour un auteur, me semble-t-il, qu'un lecteur dise qu'il avait l'impression de connaître déjà la ville avant d'y aller, grâce à la lecture qu'il a pu en faire. Merci beaucoup, Lucia. Je ne sais pas si vous avez... je pense que tout le monde sait s'il est plus visuel qu'auditif. Je ne sais pas à quel moment vous en êtes rendu compte, mais moi, je me suis rendu compte que j'étais plus visuel qu'auditif lorsque j'ai commencé à écrire. Parce que littéralement, je vois les scènes. Elles m'apparaissent, elles apparaissent devant moi. Et ça me permet d'en vérifier, on va dire, l'authenticité. Je parlais de vraisemblable tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, ça ne veut pas dire que mes personnages me paraissent toujours suffisamment vraisemblables, mais en tout cas, je le vérifie. Je vois la scène devant moi. Et si je vois la scène devant moi, ça me permet aussi de faire avancer, on va dire, la narration du roman, puisque une scène en entraîne une autre. Ce côté visuel est extrêmement important. Et puis, donc, je reviens, c'est vraiment un point important sur cette question du côté vraisemblable. Et je disais que la scène doit l'être, les personnages doivent l'être, ça c'est extrêmement important. Mais pas seulement les personnages principaux. Moi, il me semble que dans un roman, et c'est ce qui fait la force de grands auteurs auxquels je n'oserais pas me comparer, à des auteurs classiques notamment, du 19e bien évidemment, il y a foule de personnages et ces personnages, finalement, on pourrait les rencontrer, on les trouve absolument crédibles. Les personnages secondaires doivent l'être aussi. Voilà, donc moi je peux le vérifier, en tout cas mon outil pour vérifier tout ça, c'est vraiment la visualisation des pages du roman que je suis en train d'écrire. Et voilà, je vais partager avec tout le monde un autre extrait que j'aime beaucoup, c'est de Ça n'intéresse personne. Et moi, je trouve que ça illustre bien cet aspect visuel. C'est un extrait où Marc, le narrateur, nous parle d'un quartier de la ville de Mexico. Et moi, j'aime beaucoup cet extrait parce que je pense que ça, on sent parfaitement comment est l'ambiance, comment est le quartier. Je vais vous le lire rapidement. Je vais vous mettre d'autres extraits pendant l'entretien que je ne vais pas lire, mais j'aimerais lire cet extrait en particulier. Donc, c'est dans un quartier de la ville de Mexico. J'ai même marché de Coyoacán. J'ai du mal à prononcer ce mot. J'ai même marché de Coyoacán. Merci, Marc. J'ai même marché de Coyoacán au quartier de San Ángel. La rue Francisco Sosa aurait dû être piétonne, mais je renouvelais régulièrement le plaisir de contourner des arbres si centenaires qu'ils s'échinaient à détruire le trottoir. Celui de longer des maisons coloniales au temps inattendu, des magasins surannés et des jardins où des statues surgissaient au détour d'une allée. Les longues promenades amènent invariablement des pensées, habituellement occultées par l'amnésie des actions quotidiennes. Voilà, je pense que ça illustre bien cet aspect très visuel et en même temps très poétique, voilà, de tes descriptions. Et j'aimerais, puisque je viens de poster un extrait de Ça n'intéresse personne, j'aimerais que tu nous en parles. Voilà. J'aimerais te poser maintenant
une question sur comment ça a été le processus d'écriture des 2 derniers romans. Il est mort, Jim, et ça n'intéresse personne, qui est le tout dernier. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur la question des personnages qui me semble vraiment importante, que je n'ai pas dite. Vous savez, beaucoup d'auteurs bien plus connus que moi disent que les personnages, à un moment donné, vivent leur propre vie dans leur roman. Je pense que vous l'avez déjà entendu, ça, souvent. Eh bien, moi, je pensais, avant d'écrire, je pensais que c'était une coquetterie, vous savez. On dit ça parce que ça fait bien. Mais vraiment, quand c'est le plaisir de l'écriture, quand on a l'impression que les scènes que l'on décrit sont justes, que les personnages sont vraisemblables, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils le sont toujours, eh bien, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils me conduisent, ces personnages, qu'ils me conduisent vers l'intrigue. Et ça m'amène à la question de la présentation de mes 2 derniers romans, puisque dans Il est mort, Jim, mais après je parlerai de ce qu'il y a dans Il est mort, Jim, mais à la fin de Il est mort, Jim, un des personnages, qui est une femme qui s'appelle Lisangela, part pour le Japon. Et je vous assure que je ne savais pas qu'elle allait partir pour le Japon. Alors, ça peut paraître une coquetterie, comme je le disais tout à l'heure, mais tout d'un coup, ça m'est apparu évident. Elle décide de partir, c'est aussi abrupt, sa décision est abrupte, elle l'est pour son compagnon aussi, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est à la fin du roman. Mais pour moi, il était évident qu'elle devait partir à ce moment-là et qu'elle devait partir au Japon. J'ai vraiment l'impression qu'elle est au Japon. Je ne sais pas ce qu'elle y fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est au Japon. Voilà, donc ça c'est dans Il est mort, Jim, et donc Il est mort, Jim est mon avant-dernier roman. J'en avais un peu parlé, comme vous l'avez rappelé, j'étais en train de le terminer, je crois, quand je suis parti du Brésil. Jean-Luc approuve. C'était en 2015, je crois. Eh bien, ce roman, c'est toute une aventure pour moi, ce roman. En fait, donc on retrouve le personnage qui était le vieux cinéaste dont je parlais dans mon premier roman. Je vous ai dit qu'il y avait un vieux cinéaste qui s'appelle Jim Rosso. Et j'ai imaginé que Jim Rosso revenait dans Il est mort, Jim. J'aime bien le retour des personnages. Il revenait avec le même nom, mais avec une identité bien différente, puisqu'il n'était plus cinéaste. Il avait quand même rajeuni une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, et il était professeur d'université. Il est professeur d'université à la PUC de Lima. Ceci a un rapport également avec la liberté même tardive, la Passion de Tiradentes, puisque on va voir dans le roman que sa tante est également professeure d'histoire à Ouro Preto. Bref. Donc l'histoire de ce roman, c'est en fait ce professeur d'université, Jim, qui est totalement agnostique au début du roman, comme moi je l'étais, et qui décide de faire une dernière étude qu'il veut universitaire, en fait, parce que c'est un professeur d'université qui a fait sa thèse, qui a fini sa carrière, il a 58 ans pratiquement, et il se dit, ben voyons, sur quoi ai-je envie d'écrire à ce stade de ma carrière? Je m'interroge beaucoup sur la mort. Eh bien, je vais faire une enquête, une sorte d'étude universitaire sur la mort. Bon, évidemment qu'il n'a pas de directeur de thèse ou de post-doctorat pour le sujet, mais il fait une véritable enquête de la part d'un agnostique. Et puis l'histoire de ce roman, c'est que petit à petit, il va changer. Et moi, j'ai été entraîné par Jim, par ses recherches, par ce qu'il a découvert. J'étais agnostique comme lui. Et voilà que nous avons été confrontés, lui et moi, à des phénomènes mystérieux, à de drôles de synchronicités, à des hasards qui n'en sont pas. Je vais peut-être raconter celle que j'avais citée au bain linguistique, peut-être plus rapidement. Le titre du roman, pour commencer, Il est mort, Jim. C'est un peu surprenant, Il est mort, Jim, ça ne paraît pas vraiment français d'ailleurs. Eh bien, figurez-vous que j'avais commencé à écrire le roman, et puis comme à chaque fois que j'écris quelque chose, je me garde bien de trouver un titre d'emblée, parce que je ne sais pas nécessairement où va aller le roman, et puis le titre, c'est quand même important, il faut qu'il
relate de façon bien synthétique ce qu'est le roman. Donc voilà que j'avais un personnage qui s'appelait Jim, ça c'était décidé puisqu'il venait d'un autre roman, que ça allait traiter de la mort. Et un jour, j'étais à São Paulo à l'époque, mon écran s'éteint et au milieu de l'écran apparaît « Il est mort, Jim ». C'est quand même incroyable. Je ne pense pas que ça vous soit arrivé, ou à peu d'entre vous c'est arrivé. Donc voilà une synchronicité que je ne m'expliquais pas, qui s'explique en fait, mais tout est explicable si on veut l'expliquer. « Il est mort, Jim », en fait, c'est une blague d'informaticien. C'est lorsque vous avez un problème qui est assez rare, puisqu'apparemment vous ne l'avez pas vécu, avec Google Chrome, il apparaît ce texte-là. Et c'est tiré, comme pourquoi une blague d'informaticien? Parce que c'est un dialogue assez célèbre de la série Star Trek. Il est mort, Jim. Une autre synchronicité dont je voudrais vous parler dans ce roman où il y a eu beaucoup de synchronicité. Ce que j'appelle synchronicité, vous savez, ce sont des hasards qui n'en sont pas, des hasards qui font sens. Le Père Lachaise, vous avez dit que je vous reparlerai du Père Lachaise. J'ai décrit le Père Lachaise sans y être allé. Je n'y étais jamais allé. C'était quand même un tort puisque j'avais eu beaucoup l'occasion d'aller à Paris, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'aller au Père Lachaise. Donc je me suis beaucoup documenté. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu, beaucoup regardé les vidéos sur le Père Lachaise. Et puis, j'ai imaginé que mon personnage y allait par une belle journée d'hiver. Bon, les belles journées d'hiver, c'est un peu une oxymore quand même en France. Voilà. Bon. Alors, j'allais dire à Paris, non. Paris n'est pas l'endroit où il fait le plus mauvais en France, mais les belles journées d'été ne sont pas si rares que ça. Donc, voilà que mon personnage par une belle journée du mois de janvier au Père Lachaise. Et je ne sais pas si vous savez qu'une légende court autour du Père Lachaise. Avant d'être un panthéon, donc un cimetière qui a été remis au goût du jour au XIXe siècle, c'était, dit-on, un cimetière d'origine celte. Et à l'époque, à cet endroit-là, de la butte du Père Lachaise, les Celtes sacrifiaient un homme lorsqu'il crée un cimetière. Et on dit que l'âme de cet homme apparaît sous la forme d'un charroux. Ça, j'avais lu avant d'écrire le passage sur le Père Lachaise. Eh bien, après avoir écrit cette séquence sur le Père Lachaise, je me suis dit, évidemment, il faut absolument que j'aille au Père Lachaise. Donc, je voulais y aller au mois de juillet, c'est l'époque où j'étais au Brésil, donc, et j'allais en France 2 fois par an. J'y allais en juillet ou en janvier. Je n'ai pas réussi à y aller cette année-là en juillet. Impossible. Donc, j'y suis allé la fois suivante en janvier. Et le jour où j'y suis allé, il faisait un temps magnifique. Et à la fin de ma promenade au Père Lachaise, fort intéressante, un charroux est arrivé et s'est juché sur une tombe. J'ai une photo pour vous le montrer, si vous en doutez. J'ai pris le chat en photo. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Il est mort, Jim. Mon dernier roman, ça n'intéresse personne. Alors, ça n'intéresse personne, cette fois, le titre ne m'est pas apparu au milieu de l'écran. C'est un hommage au Mexique, où j'ai vécu donc, mon dernier séjour à l'étranger. Un hommage au Mexique et à sa figure tutélaire tout de même, qui est la Vierge de Guadalupe. Cette Vierge de Guadalupe, la Vierge de Guadalupe, moi j'en avais entendu dès le Brésil. Deux amis, deux personnes qui ont compté sur ces sujets-là m'ont dit il faut absolument que tu ailles, il faut que tu rencontres la Vierge de Guadalupe avec ce que tu as écrit, c'est important, etc. Alors, j'ai bizarrement été reconduit à l'église au Mexique parce que moi j'aimais beaucoup les églises, mais toujours vides. Et je me suis souvent rendu dans les églises, je me suis souvent rendu à la basilique où est la Vierge de Guadalupe. Et au Mexique, sachez, mais vous savez peut-être que les églises ne sont jamais vides, hein, elles sont toujours archi pleines. Voilà. Et donc, le second personnage de ce roman est le prêtre que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est le Père Brune. Bizarrement, le Père Brune, qui est mort au début de l'année 2019, j'ai pu assister à son enterrement alors qu'il a été enterré à Paris
à la cathédrale de la Sainte Trinité sur les bords de Seine, et j'étais juste à ce moment-là à Paris. J'avais un rendez-vous, il a été annulé, j'ai pu aller à l'enterrement du Père Brune. Alors ce Père Brune m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, Père François Brune. Peut-être pas. Eh bien, le Père François Brune est quelqu'un d'assez, enfin, pour moi, d'extraordinaire. Déjà, il a commencé catholique et il a fini orthodoxe. C'est pour ça qu'il a été enterré à cette cathédrale, enfin, que la cérémonie a eu lieu à la cathédrale orthodoxe. Et le Père Brune, en fait, sortait beaucoup des sentiers battus. Déjà, moi, j'aimais beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, sa façon de parler. Je trouve qu'il parlait comme un livre. C'était fort intéressant de l'écouter. Et puis, c'est quelqu'un qui a enquêté sans tabou sur justement ce qui m'a intéressé dans Élément Jim, que sont les expériences de mort imminente, les EMI, vous savez, les expériences de mort imminente, ces gens qui vont vers la mort et qui sont ramenés à la vie et qui racontent qu'ils ont vu un tunnel et qu'ils ont eu des apparitions. Personnage extraordinaire que ce Père Brune. Sachez qu'il est mort en janvier 2019. Peu de temps avant sa mort, il téléphonait au docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui s'intéresse à ces histoires également, et dont je parle dans mon roman Élément Jim. Le Père Brune a téléphoné, à l'article de la mort, il a téléphoné au docteur Charbonnier pour lui dire « Jean-Jacques, je t'annonce que je vais mourir et ça sera le plus beau jour de ma vie. » Voilà, donc ça n'intéresse personne est un roman qui rend hommage aux deux, à la Vierge de Guadalupe, excusez du peu, mais on peut se le permettre dans les romans, et au Père Brune. Et on voit aussi, Marc, que tu fais beaucoup de recherches quand tu écris tes romans, n'est-ce pas? Tu plonges vraiment dans le thème qui t'intéresse, que ce soit la spiritualité, que ce soit l'histoire du pays, comme le Mexique, comme le Brésil, comme tu as fait pour la liberté même tardive, et qu'il y a tout un processus de recherche qui accompagne ton processus d'écriture. Donc, j'aimerais parler maintenant de transformation. Voilà, j'aimerais te poser une question sur la transformation, et je commence par le rôle du lecteur. Parce qu'en tant que lecteur, nous sommes tous transformés par nos lectures, n'est-ce pas? Je me souviens d'une phrase, d'une déclaration d'Antoine Compagnon où il disait « Les livres nous transforment, je suis ce que les livres m'ont fait ». Et il disait également « Je sors d'un livre différent de ce que j'étais en l'ouvrant ». Donc, ma question, elle porte sur le côté de l'écrivain. J'aimerais savoir comment ça se passe du côté de l'écrivain. Est-ce qu'on peut aussi parler de transformation? Est-ce qu'il y a également cette transformation pendant le processus d'écriture? Alors, j'ai dit que j'avais été quand même assez bouleversé par l'écriture de mon avant-dernier roman, par Élément Jim, que j'ai vraiment changé avec, je crois, avec ce roman. Mais de toute façon, c'est la règle générale. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que c'est l'occasion, l'écriture, c'est l'occasion de faire beaucoup de recherches. Et donc, on est transformé dans la mesure où on s'enrichit de choses que l'on ignorait. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ignorais ce qu'était le spiritisme. L'écriture m'a permis d'en savoir plus. C'est le cas d'autres spiritualités, par exemple. C'est le cas de l'hindouisme que je connaissais mal, du bouddhisme, etc. Donc, la transformation se fait par l'acquisition également de la richesse des connaissances, on va dire. Et pour moi, l'écriture est un le moyen rêvé pour le faire. Donc, c'est une partie importante du travail, et l'écriture me permet d'acquérir ces connaissances, mais c'est plus que ça. C'est également le fait que, comment dire, c'est le fait qu'en les mettant en scène, j'ai l'impression de beaucoup mieux les appréhender, de beaucoup mieux me les approprier, on va dire. Voilà. Donc, c'est cette idée de transformation. Et puis, évidemment que je souhaite que les livres changent aussi le lecteur, puisque là, le livre est une façon de découvrir des choses pour le lecteur également. En tout cas, il est important, enfin, il faut le souhaiter, et je crois que c'est un pan extrêmement important.
Je reviens sur cette question que j'ai évoquée dans mes 2 derniers romans de la vie après la mort, juste pour dire que c'est, quand je parle de transformation ou d'acquisition de connaissances de la part du lecteur aussi, ces expériences de mort imminente dont je parlais. Bon, vous en avez entendu parler, apparemment, beaucoup d'entre vous avaient hoché la tête, mais tout le monde n'en a pas entendu parler, et cela concerne des millions de personnes. C'est-à-dire, vous savez peut-être que celui qui a fait découvrir ce phénomène, en tout cas au grand public, c'est Raymond Moody, qui a écrit La vie après la vie dans les années 70, je crois, le docteur Raymond Moody, qui lui n'est pas du tout quelqu'un de spiritualiste au départ, hein, qui est un médecin, un psychiatre. Et donc, grâce à cet essai, La vie après la vie, le monde a commencé à entendre parler de ces expériences qui se produisent à l'heure où l'on parle pour des millions de personnes, et de plus en plus, parce qu'on ramène de plus en plus, grâce au progrès de la médecine, évidemment, et de la réanimation, des gens d'un décès qui n'était pas définitif, mais qui était quand même présent, ce décès. Alors, un roman peut être l'occasion de découvrir justement un phénomène comme celui-là, comme les expériences de mort imminente. Et puis, ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup du père Brune, qui justement, lui, a passé son temps à travers des essais, à travers des déclarations, à travers des écrits, donc on parle de littérature aussi, à essayer que les gens ouvrent les yeux sur les phénomènes extraordinaires dont je viens de parler, mais aussi, il parle beaucoup de la vie des saints. Et lui, il dit, en gros, et je trouve que c'est un personnage qui est vraiment, qui est attirant aussi par le fait qu'il a son franc-parler, avec une très grande intelligence, mais aussi une sainte colère. Donc, je cite une de ses phrases à la fin du roman, où, en fait, il se plaint que les gens préfèrent regarder la télé plutôt que de s'intéresser à des histoires extraordinaires qui se produisent. Voilà la phrase du père Brune. Quel est l'écho de tout ça? Dieu peut faire des miracles. Il pourrait agiter le soleil et la lune comme à Fatima. Ça n'intéresse personne. D'où le titre du roman, enfin, une partie de l'explication du titre du roman. Voilà, j'aimerais maintenant, Marc, passer un peu à la question de ton style littéraire. Je pense que c'est intéressant d'aborder cette question et on pourrait aborder quelques caractéristiques de ton style, dont par exemple le contraste entre les mots. Tu as ce goût des oxymores, n'est-ce pas, Marc? Les contrastes, en tout cas, le contraste entre les mots, oui, est important pour moi. C'est une façon peut-être de les mettre en relief, mais de mettre en relief aussi ce que je raconte. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au contraste, je crois, parce que j'aime les intrigues. Donc, j'aime qu'il se déroule des choses qui sont surprenantes. J'aime les rebonds, j'aime les surprises. Quand j'ai préparé cette entrevue, je me suis dit quand même, c'est vrai, mais c'est quand même étonnant parce qu'après La liberté même tardive, je n'ai plus écrit de roman à suspense. Le roman qui se passe au Brésil, c'est un roman à suspense, pour ceux qui l'ont lu seront d'accord, mais les autres non, comme je l'ai expliqué. Ça, c'est peut-être dû au fait que je n'aime pas les romans policiers. Je n'aime plus vraiment les romans policiers. Et je crois que je n'aime plus les romans policiers parce que je n'aime pas les policiers. Attention. Je n'ai rien contre les policiers. Ce que je n'aime pas, c'est, vous savez, les descriptions totalement stéréotypées des commissariats de police, où forcément l'enquête doit être menée par un inspecteur ou un commissaire qui doit être alcoolique, qui doit être fatigué, dont la femme nécessairement l'a quitté depuis peu. Voilà, ces stéréotypes qui ne me plaisent pas beaucoup. Mais il n'empêche que j'aime les intrigues. Et je crois que ce que tu disais, Lucia, sur les oxymores et les contrastes entre les mots, il y a ça. Il y a aussi un mélange, tu aimes bien mélanger le quotidien, c'est-à-dire des éléments du quotidien qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire introduire un peu le quotidien dans ton récit. Et est-ce que tu peux nous en parler aussi de ce quotidien qui rentre dans le récit? Et ça me plaît beaucoup. Je trouve ça amusant d'imaginer
une discussion extrêmement sérieuse ou extrêmement haut perché, je crois, une discussion extrêmement haut perché qui, tout d'un coup, se passe dans un endroit totalement, comment dire, c'est le cas du texte que Lucia a publié dans une petite cantine sans aucune importance. Le personnage a eu une conversation avec un théologien, et le théologien dit des choses extrêmement importantes au moment où il mange sa gélatine. Donc ça m'amuse beaucoup. Et puis, ça me fait penser à un auteur que vous devez aimer aussi, que moi j'aime énormément, qui est Haruki Murakami. Murakami, il nous amène dans sa cuisine. Hein. Il fait la cuisine devant nous. En plus, c'est de la cuisine japonaise qui est très appréciée au Brésil et bien préparée d'ailleurs. Et Murakami écrit des romans, vous savez, où il y a une part de fantastique. Donc, il mêle le fantastique avec la préparation d'un plat que l'on suit avec lui. Et je trouve ça extrêmement... C'est encore un contraste. Je trouve ça extrêmement intéressant. Marc, je ne vais pas résister à la tentation de lire cet extrait parce que je pense qu'il montre plusieurs éléments dont on a parlé aujourd'hui, c'est-à-dire cet aspect du quotidien qui rentre dans le roman. Il y a aussi les contrastes entre des thèmes très spiritualisés, approfondis, une ambiance complètement décontractée et simple et tout. Et en plus, il y a de l'humour qui est aussi une caractéristique de ton écriture. Donc, je vais lire avec vous. L'humeur était joyeuse. Raphaël, qui avait ses habitudes dans une cantine aussi laide que le rond-point qui portait le nom de place, me suggéra le menu. Il était à 10 sols, bon marché, même pour 2 enseignants. En entrée, il causa limeña au thon. On parla des points communs entre les religions. Avec les Oloquitos, nous passâmes aux tendances spirituelles de l'Occident au XXIe siècle. Raphaël livra son sentiment profond au moment du dessert. C'était une gélatine au goût de fruits rouges qui, personnellement, ne m'aurait pas donné envie de m'épancher. Voilà, donc je pense que ça représente bien et j'insiste un peu sur cette question d'une touche d'humour, une ironie fine qu'on retrouve très souvent dans tes romans et qui est très, très bienvenue. Et j'aimerais parler aussi de l'oralisation, voilà, l'utilisation du style indirect libre que tu apprécies beaucoup. N'est-ce pas, Marc? Est-ce que tu peux nous en parler? Rapidement, parce que peut-être que je vais accélérer un peu. J'aimerais bien avoir un dialogue avec vous. La question du style indirect libre, oui. L'auteur qui, pour moi, le maîtrise extrêmement bien, que j'admire beaucoup, c'est Mario Vargas Llosa. Et donc, le style indirect libre m'intéresse, hormis l'hommage à Vargas Llosa, par le fait, je crois, que ça permet de donner plus d'épaisseur au personnage. Ça permet de multiplier également les points de vue de la narration. Et j'aimerais te poser la question sur un dernier point, c'est l'intertextualité qui est toujours présente, n'est-ce pas, Marc, dans tes romans? On a parlé un petit peu aujourd'hui, mais est-ce que tu peux reprendre un petit peu ce thème, s'il te plaît? Oui, j'aime beaucoup ça. Retrouver des personnages dans un roman ou dans un autre, mais même des scènes. Par exemple, la scène que tu as lue tout à l'heure qui se passe à Ouro Preto, je l'ai entièrement pillée à la liberté même tardive. Donc, elle est dans l'Emergim, mais elle a été pillée à la liberté même tardive. Bon, je n'ai pas de droit d'auteur à payer puisque je suis l'auteur des deux. Enfin, en partie, en tout cas, de l'un et totalement l'auteur de l'autre. Ce sont donc des scènes qui se font des clins d'œil, vous voyez. J'ai décrit 2 fois aussi l'aéroport de São Paulo. Dans les 2 romans, c'est la même description. Et puis, j'ai imaginé dans Il est mort Jim, je vous disais tout à l'heure que ça se passait aussi au Brésil, Il est mort Jim, parce que j'ai imaginé que donc, quand on a écrit La liberté même tardive avec Stefania, nous avons été invités à Ouro Preto, puisque notre première édition de ce roman au Brésil a été faite par un éditeur d'Ouro Preto. Nous avons été invités au lancement du livre qui s'est donc passé
dans une librairie de la ville, de la magnifique ville d'Ouro Preto. Et dans Il est mort Jim, j'ai imaginé que le narrateur se rendait à Ouro Preto pour assister à ce lancement. Donc en gros, c'est un jeu de miroir, comme si le narrateur Jim Rosso regardait Marc Boisson, qui n'est pas Marc Boisson, présenter son livre avec son ami et co-auteur Stéphania. Ce qui me permet aussi un certain petit recul par rapport à moi-même. Je crois que ça ne fait pas de mal. Marc, tes romans se passent dans des pays où tu as vécu, n'est-ce pas? Donc, tu parles dans tes romans de Madagascar, tu parles du Mexique, tu parles du Brésil, tu parles du Pérou, tu parles de France. Et ils évoquent aussi des faits et des personnes que tu as rencontrées, comme tu le disais tout à l'heure par rapport à Thérault, le père Brune, qui est un personnage réel, etc. Donc, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce qu'il y a une place pour l'autobiographie dans tes romans? Est-ce qu'on peut dire, bon, ce sont des romans qui ont une caractéristique quand même autobiographique? Est-ce que cela est vrai dans ton cas ou non? Ouais, évidence peut-être, mais je crois qu'il y a toujours de l'autobiographie puisqu'on écrit, c'est moi qui écris, donc il y a une part autobiographique. Mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant qu'il y a quelque chose qui m'agace beaucoup, non pas ta question, Lucia, mais ce qui m'agace beaucoup, vous savez, c'est lorsque on me dit « Ah là là, je te reconnais bien dans tes romans ». Lorsque on parle à ses proches, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, plus les proches sont proches, ils nous reconnaissent toujours. C'est-à-dire, on peut écrire, mon narrateur peut être une jeune femme de 20 ans qui vit en Australie, ce n'est pas le cas, je n'ai pas écrit de roman avec cette situation-là, mais c'est pour vous dire quelque chose qui est vraiment éloigné de moi-même. Il y aura toujours un de mes proches pour me dire « Ah, je te reconnais bien là ». Et pire encore, c'est lorsque on me dit, je l'ai entendu assez souvent, oh non, non, moi je ne peux pas te lire. Je ne peux pas te lire parce que ça serait trop intime. Je te connais trop, je vais découvrir des choses, je préfère ne pas te lire. Bon. Donc oui, il y a de l'autobiographie, mais il y a aussi tout le reste, parce que franchement, si je devais écrire sur moi-même, sur ma vie, sur ma simple vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant, je n'ai pas besoin d'écrire sur ma vie. En revanche, de m'imaginer des vies multiples, d'aller dans des sentiers qui sont autant de fiction pour ma propre réalité, voyager, explorer des mondes sans bouger de mon ordinateur, surtout en période où on est confiné, ça me va bien, oui, ça oui. Encore une question. Le lecteur, il parcourt différentes villes, différents pays, il découvre différentes cultures quand il lit tes romans. On en a parlé un peu aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes expériences, de ces expériences de voyage, pas dans la vie réelle, mais dans la littérature, dans tes romans? Je dirais que je ne peux pas écrire je ne peux pas décrire une scène qui se déroule dans un endroit que je n'ai pas connu. J'ai beau avoir le sens du visuel, comme je disais tout à l'heure, avoir un esprit plutôt visuel, j'ai absolument besoin de connaître le pays, la ville en question. Alors, c'est bien pour ça que mes romans se passent souvent en Amérique latine, puisque comme je vous le disais, c'est là où j'ai le plus vécu, mais aussi 6 années à Madagascar. Mais c'est plus que ça, c'est que j'ai eu la chance, comme certains d'entre vous, de pas seulement avoir été touriste, mais d'avoir vécu 8 ans au Brésil, 4 ans au Mexique, 6 ans à Madagascar, 2 ans au Pérou, etc. Ça m'a permis d'aller au-delà qu'une simple vision superficielle du pays. Donc, cette vision n'est pas superficielle, mais j'ai remarqué qu'écrire sur un pays, même a posteriori, même quand je suis parti de ce pays, ça me permet, comment dire, de comprendre des choses que je n'avais pas nécessairement comprises quand j'étais dans ce pays. C'est comme si, je ne sais pas si je pense que ça vous arrive aussi, vous vivez quelque chose, vous le voyez, vous avez besoin de le digérer, d'interpréter, et pour cela, vous avez besoin de temps. Eh bien, moi, quand j'écris sur le Brésil, quand j'écris sur le Pérou, quand j'écris sur le Mexique, etc.,
eh bien, comment dire, je digère des choses que j'ai vues, digérer dans le sens positif, hein, je les intègre. J'intègre des choses que j'ai vues et que je n'avais pas nécessairement comprises. Autre chose qui m'intéresse beaucoup dans les voyages, dans le fait de raconter que des narrations qui se déroulent dans différentes réalités, c'est justement ces réalités-là. J'ai remarqué, mais vous l'avez remarqué sans aucun doute, parce que vous êtes des professeurs de langue étrangère, pour la majorité d'entre vous, je crois. En tout cas, vous parlez très bien une langue étrangère. Moi, la langue que je parle le mieux, c'est l'espagnol. Et j'ai remarqué très tôt que lorsque je parlais espagnol, je n'étais plus la même personne. Je ne disais pas la même chose. Je pense que vous ne dites pas la même chose en français qu'en portugais. C'est la force de la langue qui nous entraîne, ça vous le savez très bien. Et comme une traduction, beaucoup d'entre vous doivent avoir fait de la traduction également. La traduction, ce n'est jamais de la copier-coller, c'est toujours une réinterprétation. Eh bien, on est quelqu'un d'autre lorsque l'on écrit, lorsque l'on parle une langue étrangère, je trouve. Et donc, ça me permet cela aussi, le fait de situer mes romans dans différents pays, de parler d'autres réalités profondes. Mais je vais dire une dernière chose qui est peut-être un peu contradictoire dans le sens qu'il ne l'est pas. Je pense quand même qu'on peut voyager sans bouger. Et je parle de la littérature en tout cas, et l'écriture, c'est quand même aussi ce sont quand même aussi des paysages intérieurs. Ça, je crois que c'est important de le dire. Tout à fait. De très beaux paysages intérieurs. Un voyage que ça vaut la peine d'entreprendre. J'aimerais te poser une dernière question dans cet entretien parce qu'on va bientôt passer la parole à tous les participants pour qu'ils aient tous l'occasion aussi de te poser des questions. De mon côté, une dernière question qui porte également sur le processus d'écriture. Mais maintenant, j'aimerais savoir à qui tu penses, c'est-à-dire quand tu écris un roman, est-ce que tu penses au lecteur, à un lecteur potentiel? Est-ce que tu penses aux éventuelles attentes de ce lecteur? Est-ce que cela peut avoir une influence sur tes choix au moment de rédiger un roman? Je dirais que non. Non, parce que pour moi, c'est impossible. Mais je crois que pour beaucoup d'auteurs, ça ne l'est pas vraiment. Alors, on peut toujours écrire un roman en faisant une étude de marché, en se disant qu'est-ce qui va pouvoir marcher, qu'est-ce qui dans le marché actuel fonctionnerait. Il y a quelques romans qui semblent écrits comme ça, quand même, on peut le dire. Mais peut-être que je vendrais plus de livres si je le faisais. En tout cas, je ne fonctionne pas comme ça. Je crois que beaucoup d'auteurs ne fonctionnent pas comme ça. Parce que si on imagine les attentes du lecteur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'authenticité dans ce qu'on écrit. Et pour écrire, il me semble qu'il faut aller chercher au plus profond de soi. Ce n'est pas nécessairement moi-même, d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui écrivons, c'est quelqu'un de l'intérieur de nous qui écrit. Moi, je ne choisis pas nécessairement mes thématiques. Lorsque je commence un roman, je me dis, une année avant, j'aurais été très étonné sans doute de l'idée d'écrire sur le thème en question. Et je pense aussi qu'il faut respecter le lecteur et que le lecteur potentiel n'existe pas. Et on est tous qui sommes ici, nous sommes tous des lecteurs. Si nous échangeons sur nos goûts, nous ne serons pas d'accord. Il y a des choses que nous aimons énormément, d'autres des auteurs que nous aimons beaucoup, d'autres que nous n'aimons pas. On sait l'expliquer, mais on ne sait pas toujours l'expliquer. Voilà. Donc, les goûts sont différents. Si on imagine un lecteur type en se disant il faut que j'écrive pour ce lecteur-là, on risque quand même fort de se tromper. Et je pense quand même si je disais que mes thématiques, je ne les choisis pas vraiment, qu'elles viennent à moi, je pense quand même qu'il faut écrire un livre qu'on aurait envie de lire. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, hein, évidemment, mais c'est quand même important. Alors, ça serait très prétentieux d'arrêter là, parce que ça voudrait dire le lecteur n'a aucune importance, ben, au revoir,
Et pourquoi suis-je invité à parler de mes romans à ce moment-là? Non, le lecteur est extrêmement important, mais après, dans un deuxième temps, à partir du moment où le roman est terminé. Pour terminer cette fois vraiment, vous connaissez Pablo Neruda. Il a écrit un poème sur le sujet que je ne pourrais pas vous citer, mais qui me paraît extrêmement révélateur, où il explique, je crois que, il parle de libertar las palabras. Ça veut dire que c'est plus que liberar. Libertar, c'est la liberté. Donc, il dit qu'il mâche les mots, il les malaxe, il les agglomère, et à la fin, il les libère. Il leur rend leur liberté. Et c'est ça le rêve d'un écrivain, c'est que les textes soient libres d'aller vers les lecteurs. Merci beaucoup, Marc. Je pense que nous sommes rassurés aussi de savoir d'avoir cette réponse, cette dernière réponse, parce qu'elle confirme des éléments très forts dans tes romans, c'est l'authenticité. Il y a une authenticité, on est à 100% là quand on parle d'authenticité dans tes romans. Marc, il y a eu une participante qui a voulu savoir quelles sont les villes que tu préfères au Brésil. Toi qui as vécu longtemps au Brésil, est-ce qu'il y a des villes que tu préfères, dont tu gardes un bon souvenir? J'avoue que Rio de Janeiro est une ville qui me fascine. Je trouve cette ville extraordinaire en tout. Alors, ça peut être des côtés négatifs aussi, hein, mais déjà le site est absolument pour moi extraordinaire. La vie qu'il y a dans cette ville, le fait que vous observez une petite portion d'un quartier, et il y a énormément de choses qui s'y passent, un peu comme vous savez, une petite réalité emplie d'autres réalités, vous voyez. Alors, il y a d'autres villes que j'aime. J'ai aimé habiter à São Paulo, une ville culturelle par excellence. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup, je l'ai dit, j'aime beaucoup aussi Minas Gerais, j'aime beaucoup Ouro Preto, notamment. Ce seraient les villes qui sont pour moi mes villes favorites au Brésil. Merci Marc. Bonjour. J'ai beaucoup aimé votre lecture de La fin du Père Goriot. En général, je n'aime pas la lecture des romans comme ça parce qu'on imagine une voix des narrateurs et après, quand on écoute l'autre personne, on n'aime pas. Alors, je voudrais savoir, vous lisez vos propres livres avant de les publier? Moi, je suis plus modeste que ça en ce qui concerne mes lectures. Je ne trouve pas que ça soit... Je trouve que c'est intéressant qu'un auteur lise ses écrits, mais je ne suis pas un professionnel. Mais bientôt, j'en profite pour faire une annonce, une amie qui elle, lit extrêmement bien, elle est en train de terminer la lecture par épisode de Ça n'intéresse personne, et nous mettrons ces lectures en ligne. Et c'est très très beau, hein. J'ai déjà entendu la lecture, c'est très très beau. On aura bientôt accès à cette lecture. Il y a encore une question, de Fabio. Dans quelle mesure vous pensez que étudier et connaître la critique littéraire aide ou endommage le processus d'écriture? Donc, critique littéraire et processus d'écriture. On va dire que connaître la critique littéraire comme connaître la littérature et l'histoire de la littérature est fondamental. Mais vous savez, il y a beaucoup de polémiques en France sur la critique. On dit souvent que les critiques, mais pas seulement dans le domaine de la littérature, hein, dans le domaine du cinéma, dans tous les domaines artistiques, que les critiques ont souvent la dent dure parce que ce sont des artistes qui ont échoué, on va dire, pour le dire poliment. Donc, je pense qu'être critique, ce n'est pas du tout être écrivain, mais qu'il faut des critiques, absolument. D'ailleurs, une critique n'est pas forcément négative, elle peut être neutre ou positive, qu'il joue un rôle extrêmement important.
En revanche, dans cette question m'a ramené à mes études de littérature. Et figurez-vous, je ne sais pas si vous êtes arrivé à la même chose, c'est un peu triste d'ailleurs, mais moi, les années où j'ai le moins lu, c'est quand j'étais à l'université. Et ce sont les années où j'ai le moins apprécié la littérature, malheureusement, parce que je l'étudiais. Parce que je l'étudiais et parce que je devais lire des romans des romans ou des essais qui ne m'intéressaient pas nécessairement. Alors, c'est bien naïf de ma part de dire il ne faut pas le faire, vous, professeurs, surtout ne faites pas ça. Bien sûr que si, qu'il faut le faire. Mais il est très important pour moi de choisir mes lectures et de me donner le droit de ne pas les poursuivre. Et je me l'applique à moi-même. Je trouve qu'un lecteur qui ne s'intéresserait pas au texte que j'ai écrit, moi, je comprends tout à fait qu'il n'en poursuive pas la lecture. Ça me paraît bien mieux que de le faire, d'en continuer la lecture coûte que coûte. Donc, critique, oui, connaître l'histoire de la littérature, c'est extrêmement important. Avoir des éléments pour analyser les choses, oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit, je crois. Vous savez, bien sûr que plus on domine les mots, mieux on écrit, plus on maîtrise les mots, mieux on écrit, mais ça me fait penser à la peinture. Vous avez déjà dû entendre ça. Moi, je l'ai entendu souvent. On dit souvent, en France, il y a les beaux-arts, que certains peintres, d'ailleurs, ont refusé d'étudier la peinture, d'aller aux beaux-arts, certains peintres renommés, pour éviter d'être influencés, pour éviter de perdre, en fait, comment dire, ces papillons dont je parlais au début de l'entretien. On a reçu 2 questions qui se ressemblent un petit peu, donc je vais essayer de regrouper. C'est une question de Fabio Gazione et de Jean-Luc Puyot. Il pose une question sur ce que tu as dit, de parler une autre langue, de se sentir, c'est vraiment, on prend une autre personnalité quand on parle, quand on utilise une autre langue, n'est-ce pas? On est quelqu'un d'autre. Il y a une question par rapport à la langue d'écriture. Donc, Fab, il demande si tu considères le français comme la seule langue d'écriture. Et Jean-Luc Puyot, il dit qu'il voudrait te demander s'il serait possible d'imaginer une autre langue d'écriture que le français, par exemple l'espagnol, que tu connais très bien. Et Jean-Luc, il continue. Si tu faisais ce choix, en quoi les processus d'écriture, le rapport à l'œuvre de fiction, la vision du monde, bref, tout ce qui fait un roman, qu'est-ce qui serait changé? Voilà. Si tu changeais de langue, si tu utilisais par exemple l'espagnol. C'est une question que je me suis souvent posée. Il y a vous savez, vous connaissez comme moi des écrivains qui écrivent dans une autre langue que la leur, qui ont fait ce choix, comme Milan Kundera par exemple, mais parce qu'ils ont émigré également, parce qu'ils se sont retrouvés à un moment donné en France et ils étaient dans un bain linguistique français, disons. Moi, je ne suis pas certain de pouvoir écrire en espagnol comme en français, c'est-à-dire pour moi, l'écriture oblige à une connaissance, alors elle n'est jamais parfaite, mais la plus parfaite possible de la langue, mais bien plus que la langue de façon superficielle. Je veux dire, vous savez, c'est un peu comme lorsqu'on parle une langue étrangère. On dit on est bilingue, on parle parfaitement l'espagnol, on parle parfaitement le portugais. Moi, j'en suis bien loin, hein, je le redis sur le portugais. Mais je le parlais couramment, oui. Mais on arrive... vos interlocuteurs, quand ils sont de la nationalité en question, voient que vous n'êtes pas espagnol, portugais, brésilien, parce que vous pouvez prononcer parfaitement la langue en question, mais il y a une toute petite musique, la prosodie notamment, qui fait qu'une façon de faire rythmer les mots qui vous font reconnaître comme étant quelqu'un qui n'est pas natif, en fait. Hein. Donc, ce n'est pas la langue maternelle. Eh bien, je crois que dans la littérature aussi, en tout cas moi, je crois que j'aurais un peu moins d'armes
dans le sens positif, en espagnol, même si je connais très bien cette langue, pour écrire. Et peut-être qu'en revanche, je pourrais le faire si j'habitais depuis des années en Amérique latine. Même si j'ai beaucoup habité en Amérique latine, c'est quand même hispanophone. D'ailleurs, j'ai plus vécu en Amérique latine lusophone qu'hispanophone finalement. Donc, il faudrait que j'y passe, faudrait que j'y habite. Il faudrait que j'y habite comme Milan Kundera a habité en France quoi, pendant des années. Merci Marc. Il y a encore des questions. Il y a une participante qui te pose la question sur les maisons d'édition. Voilà, comment ça marche avec les maisons d'édition. Je pense que ce serait bien de dire que ton roman A Paixão de Tiradentes, il est publié sur LF Publicações et qu'on peut acheter tes 2 derniers livres sur ton site directement, n'est-ce pas, sur ton site internet, dans la rubrique librairie. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà. Donc, la Paixão de Tiradentes, comme tu le dis, est disponible à la Livraria Française qui vient de déménager. J'ai vu, il doit rester des exemplaires. Donc, c'est la version en portugais. Et puis, vous pouvez faire l'acquisition de mes livres sur mon site. C'est totalement sécurisé. Donc, mon site marqueboisson.fr. Tu peux peut-être le mettre dans le chat, Lucia, si tu ne l'as pas fait. Il y a une rubrique qui s'appelle librairie. Peut-être qu'il vaut mieux que vous les commandiez en version e-book. Enfin, pour être plus clair, si vous avez une adresse en France, vous pouvez acheter le livre papier et vous est livré à l'adresse en France. Sinon, vous pouvez acheter la version e-book de Ça n'intéresse personne de Il est mort Jim. Et je vous confirme que c'est totalement sécurisé. Vous pouvez l'acheter par PayPal ou par carte bancaire également. Et puis donc, ça veut dire que, pour répondre à la question qui a été posée, que moi j'ai fait le choix pour ces 2 derniers romans justement de m'occuper moi-même de l'édition. C'est pour ça que les romans sont en vente sur le site et mais ils sont réalisés de façon totalement professionnelle avec un infographiste qui a fait la maquette et un éditeur, un imprimeur professionnel dessus. Merci Marc. Encore une question. Héloïsa nous pose une question sur l'âge. L'âge pour commencer à écrire. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer à écrire? Est-ce que quand on commence à écrire, tu as dit que tu as commencé à écrire tardivement et Héloïsa aimerait savoir est-ce que quand on commence à écrire très tôt, est-ce qu'on a des choses à dire? Est-ce qu'il faut attendre un peu plus? Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer à écrire un roman, à écrire un livre, une œuvre littéraire? J'ai tendance à dire qu'il faut avoir vécu Oui, j'ai tendance à dire qu'il faut avoir vécu, j'allais ajouter sans doute, j'enlève le sans doute. Pour écrire, en même temps, vous avez dû lire comme moi des romans de jeunes auteurs qui sont d'excellente qualité. Il y a des auteurs d'une trentaine d'années qui écrivent extrêmement bien. Moi, je ne pense pas que j'étais prêt à cet âge-là pour le faire. Je pense qu'il y a, oui, qu'il est quand même plus facile d'écrire avec l'expérience, mais je pense qu'il y a un moment dans la vie. Alors, moi, c'était 40 ans, mais ça aurait pu être plus tôt. Pas que ce soit trop tard non plus, parce que l'œuvre risque d'être assez diminuée si on commence très tard, mais il n'y a pas vraiment d'âge. Merci. Merci Marc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. J'essaie de regarder si le chat, en tout cas beaucoup de remerciements Marc. Et beaucoup de remerciements pour cet entretien, pour ta présence. En tout cas, on a tous envie de lire les romans de Marc Boisson, je pense, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu sur le chat. Beaucoup de personnes qui disaient j'ai très envie de lire les romans. Moi, je les ai tous lus, donc je vous le recommande vivement parce que voilà, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est un voyage, pas seulement dans des pays, mais c'est un voyage spirituel aussi. C'est un voyage, je dirais que c'est une expérience humaine. Les romans de Marc Boisson, je pense que le grand thème, c'est l'être humain. Voilà, il y a Valérie qui dit « J'ai très envie de lire ces romans ». C'est sur l'être humain. Je pense que c'est le thème
de tes livres, Marc. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que c'est la Je connais vie. mieux mes romans que moi-même, Lucia. Comment? Je connais Je mieux pense mes que c'est romans la que vie. moi-même. Moi-même, je les connais. Et même quand tu parles de la mort, je pense que tu parles surtout de la vie. Et C'est vrai. voilà, tu parles surtout de la vie et de l'être humain. Donc, on se reconnaît dans tes romans, même si tu parles, peu importe le pays, la culture que tu évoques, on s'y reconnaît. Et c'est émouvant, ça. Un énorme merci à Marc, à vous tous, beaucoup d'admiration pour ce travail de créateur. Il y a des gens voilà, beaucoup de remerciements sur le chat, Marc. Et ça a été un plaisir de vous écouter, Sofiane, Soraya, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup de remerciements en tout cas, Marc. C'est très gentil. Ouais, ça a été un très bon moment. Et voilà, j'aimerais te remercier, moi aussi. La fête te remercie de cette amitié qui est déjà longue, n'est-ce pas? Et d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre Parole d'invité. Voilà, il y a des gens qui disent il y a Sofiane qui dit qu'il a rajouté des romans à sa longue liste de lecture. Donc, je fais partie maintenant de la liste de lecture de nos participants. Merci beaucoup, Marc. Et voilà, je pense on va peut-être nous quitter. Donc, je vais dire merci beaucoup à toutes et à tous, à chacun et à chacune d'entre vous de votre participation, de votre écoute. Et merci surtout à Marc de nous avoir réservé ce temps et d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand merci, Marc. Merci beaucoup et je dois dire que c'était un double plaisir, le plaisir de partager ce moment avec vous et puis le plaisir de vous voir, de revoir beaucoup d'entre vous et j'espère que ce plaisir se prolongera, sera bientôt un plaisir présentiel que je pourrai me rendre au Brésil et vous revoir cette fois de plus près. C'est ce qu'on espère tous, que ce sera très bientôt. Merci beaucoup, Marc. Et merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Un très bon week-end à tout le monde. Merci à tous. Merci. Bonne lecture. Bonne lecture à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, Marc.